If you live it up the wall. Ça y est, les Jackson sont chez CBS et ils commencent enfin à effleurer leur rêve d'indépendance. Mais en secret, Michael rêve également de s'émanciper de sa famille pour pouvoir se lancer dans des projets solo. Cependant, se lancer en solo amène forcément des contraintes et Michael doit se poser les bonnes questions. Est-il capable de porter un opus seul sur ses épaules? Est-il capable de se détacher du clan Jackson, déjà extrêmement uni et il faut le dire, comptant énormément sur lui? Sera-t-il capable de travailler sur sa musique et amener une image de marque qui lui permettrait de se détacher des Jackson 5? Michael Jackson and the Jackson 5. Et créer le concept Michael Jackson, artiste afro-américain à part entière. Et on dit qu'une rencontre peut changer une vie, mais croyez bien que dans cette vidéo, nous allons parler de la rencontre ultime qui va changer la vie de millions de personnes et même l'industrie musicale. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du premier album solo de Michael Jackson chez CBS, Off the Wall. Off the Wall, another thriller from Michael Jackson. Tout d'abord, recontextualisons la construction de cet album. Avant de se lancer en solo, Michael a d'autres ambitions. Il rêve de cinéma. Et d'ailleurs, il se pose énormément de questions à savoir où est-ce qu'il doit diriger sa carrière. Va-t-il continuer dans la musique? Une carrière d'acteur s'offre peut-être à lui, car il se voit proposer le rôle de l'épouvantail dans le film The Wiz, un remake du Magicien d'Oz. Mais à la limite, si vous voulez plus d'informations sur le film The Wiz, sa vidéo dédiée est dispo juste ici. Cependant, nous sommes obligés d'aller explorer les bas-fonds du tournage de The Wiz parce que c'est à cet endroit qu'il se passera quelque chose de très important pour la suite. Michael était en train de répéter son texte et avait du mal à prononcer le nom du philosophe Socrate. Ah non, ça se prononce pas comme ça non plus et ça n'a rien à voir. Et Michael entendra une voix à proximité lui soufflant la bonne prononciation. Cet homme se présentera à lui en lui tendant la main et lui indiquera « Je suis Quincy Jones, c'est moi qui m'occupe de la musique ». Et Michael se souvenait très bien de ce visage qu'il avait déjà rencontré à l'âge de ses 12 ans, présenté par Sammy Davis Jr. en 1974. D'ailleurs, Quincy Jones indiquera à Michael que, à l'époque, Sammy Davis Jr. avait présenté Michael en disant « Ce môme est le prochain gros coup du show business ». Ah là là, quel visionnaire. Je sais. Et très vite, un lien se nouera entre Michael Jackson et Quincy Jones. Une sorte de relation père-fils, Michael étant toujours à l'affût de bonnes pratiques pour améliorer de plus en plus sa musique. Ce qu'il avait déjà fait en 1976 avec Léon Huff et Kenny Gimbel. Et timidement, Michael osera parler à Quincy Jones d'un projet qui lui tenait à cœur, voulant faire son propre album. Et lui demandera s'il pouvait profiter de son carnet d'adresses pour pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui pourraient l'aider à construire ce fameux album. Et surtout lui présenter des personnes qui seraient intéressées de travailler avec lui. Quincy Jones proposera quelques noms à Michael, s'arrêtera un instant et lui dira « Mais pourquoi on le ferait pas ensemble ?» Ce qui illustrera une sorte de manque de confiance de la part de Michael Jackson, car il sera extrêmement surpris de la demande, et pire que ça, il n'avait même pas pensé que Quincy Jones pourrait accepter de travailler avec lui. Il répondra donc très timidement « Oui, c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé ». C'est alors que les deux artistes organisèrent leur agenda pour pouvoir planifier la construction de cet opus qui deviendra Off the Wall. Mais ils vont se heurter à un premier obstacle. Lorsque Michael parlera de son projet d'album solo à Walter Yetnikoff, le PDG de la CBS, il sera emballé par l'idée et est prêt à suivre l'artiste. Cependant, il refusera catégoriquement de prendre Quincy Jones comme producteur de l'album, le trouvant beaucoup trop jazzy et pas assez groovy par rapport au son du moment. Malgré sa timidité et sa difficulté à dire non, Michael Jackson imposera cette idée car il était sûr que Quincy Jones était la bonne personne au bon endroit au bon moment.
Et Yetnikov réfléchira un instant, ne voulant surtout pas fragiliser sa relation avec l'artiste. De plus, il savait que Quincy Jones était en train de monter son label avec la Warner et qu'il pouvait prendre le risque de voir un Michael Jackson qui pouvait avoir des désirs de départ de la maison de disques. Yetnikov voulant privilégier la sécurité, il autorisera la collaboration avec Quincy Jones. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir à quel point Michael Jackson avait cette capacité à suivre son instinct quand il sentait les choses. Autant il pouvait se présenter assez timide, assez réservé à cette époque, autant dès qu'il était convaincu de quelque chose, que ce soit le fait d'arrêter les émissions avec ses frères du Jackson Show, que ce soit le fait d'avoir des propositions artistique ou que ce soit le fait d'imposer Quincy Jones à la production de l'album, c'était impressionnant de voir à quel point son instinct était puissant. Et l'opportunité de travailler avec Quincy Jones pour Michael était l'occasion de pouvoir affirmer l'ambition qu'il avait de proposer quelque chose de différent à Destiny. Une œuvre où le public pourrait se dire « Oh, c'est Michael Jackson » et pas seulement un « Ah, Michael D. Jackson a fait un album solo ». It's the night of the mind. Et le fait que Quincy Jones était totalement étranger au travail initial de Jackson était une réelle plus-value aux yeux de Michael. Son talent et sa réputation faisaient de lui la personne parfaite pour incarner l'essence d'Off the Wall. Et Michael comptait beaucoup sur lui pour pouvoir s'entourer de la meilleure équipe, des meilleurs techniciens, des meilleurs musiciens pour construire ce premier album. Car il tenait vraiment à pouvoir se former également sur l'aspect technique et pouvoir grimper un peu plus en autonomie et affirmer une fois de plus ses volontés d'indépendance et surtout se donner les moyens de ses ambitions. That's very important. They made sure we, got the right things for ourselves. Quincy Jones rassemblera donc ce qu'il pensera être la meilleure équipe, des musiciens comme David Williams ou encore Larry Carlton, mais également un des Brothers Johnson, Louis Johnson à la basse. Michael apprenait énormément avec Quincy et surtout la manière dont on devait gérer une équipe et des musiciens. Il était particulièrement attentif à la façon dont Quincy Jones donnait une certaine liberté à ses musiciens pour pouvoir décupler tout l'aspect créatif et en ressortir le meilleur. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Même s'il voulait s'éloigner de l'univers des Jackson, Michael fera tout de même appel à Greg Phillingain et Paulino d'Acosta, les musiciens qui avaient déjà travaillé avec lui sur l'album Destiny, ce qui lui permettra d'apporter un côté bien plus funky à ce que Quincy Jones avait l'habitude de faire. Cela permettra d'offrir un aspect plus dansant, un aspect plus moderne et surtout à rassurer Walter Yetnikov. Thank you. And good luck. Et bien sûr, nous sommes obligés de nommer l'ingénieur du son légendaire que Quincy appellera pour constituer l'équipe. Bruce, n'est-ce pas? Le grand Bruce Sweden, qui deviendra par la suite l'ingénieur son attitré de Michael Jackson sur tous ses projets. Which is one of my favorite types of microphones is Michael Jackson's Don't Stop Till You Get Enough. Maintenant qu'on a réuni l'équipe, qu'on est prêt à construire l'album, il faut évidemment travailler l'image de marque et vous avez deviné où je voulais en venir, nous allons parler de la pochette de l'album. If you live it off the wall. Dans un premier temps, Michael Jackson fera appel au photographe Jim McCarley pour pouvoir construire la pochette de son album. Cependant, les différents clichés qui seront pris lors du shooting ne retiendront pas l'attention de la star, ne trouvant pas exactement l'image qu'il voulait en ressortir. C'est pourquoi il se tendra finalement vers le photographe et graphiste Mike Salisbury pour construire la pochette. Mike Salisbury est un graphiste extrêmement connu pour avoir créé des logos emblématiques tels que Jurassic Park, Alien ou encore celui du jeu vidéo Halo. Bon, bien sûr, tout cela arrivera après Off the Wall, mais c'est pour vous donner une idée du palmarès du bonhomme. Les deux hommes se rencontrèrent donc pour une première séance photo et tout le reste appartient à l'histoire. D'ailleurs, Mike Salisbury avait déclaré en interview « Le look que Michael et moi avons créé ensemble à l'époque était une métaphore graphique de son passage à l'âge adulte, de son entrée en scène en tant qu'homme à part entière. Ces images, la palette noire et blanche, les chaussettes et le gant et tous les autres éléments de la marque que nous avons créés ont été conservés sous une forme ou une autre, comme symbole de Michael Jackson tout au long de sa carrière. Évidemment, pour le gant, ça arrivera un petit peu plus tard. Michael a toujours utilisé le look que nous avons créé pour Off the Wall comme un logo, une icône de marque.
Jusqu'à The Wiz, je ne voyais Michael que comme le gamin de The Jackson et The Jackson 5. Dans The Wiz, il était un adulte et une personne à part entière. Salisbury connaissait en fait l'agent de Michael Jackson et un jour il le contacta en lui proposant de pouvoir collaborer avec lui. C'est alors que l'agent proposera à Salisbury de se rendre directement à son bureau en lui montrant les premiers visuels de ce que va être la pochette d'Off the Wall. Salisbury trouvait que les visuels ressemblaient à une mauvaise publicité, ce que l'agent de Michael confirmera disant tout bonnement « Ouais, je sais, c'est nul ». No, God, please, no! Salisbury suggérera donc les différentes idées qu'il avait. Moi, j'ai une autre idée. À l'époque, le jeune Michael était un enfant avec une coupe afro, littéralement un gamin. Mais je voulais mettre ce gamin dans un smoking et une chemise blanche ressemblant à Sinatra, marchant sous les projecteurs sous les applaudissements d'un spectacle à guichet fermé à Las Vegas. Je ne faisais pas que concevoir et créer une couverture. Je donnais une image de marque à une personne. Nous avons tenté une nouvelle prise de vue dans le studio hollywoodien du photographe Steve Harvey. Rien ne se passait. La photographie en smoking de théâtre avec les chaussettes blanches et les mocassins de Gene Kelly avait besoin de quelque chose de plus qu'un simple fond blanc. J'avais besoin d'un arrière-plan qui soutienne le symbolisme métaphorique du smoking et du jeune garçon au grand talent. Dans une ruelle urbaine, contre un vieux mur de briques, j'ai demandé à Michael d'être plus animé dans sa pose. Et je lui ai dit de sourire. Voilà, hors du mur, off the wall. Peut-être après la Grande Muraille et le mur de Berlin, c'est l'un des murs les plus célèbres du monde. J'ai ajouté la lueur blanche aux chaussettes pour les mettre en valeur avant que la pochette de l'album ne soit imprimée. Ces chaussettes ainsi que les poignées de pantalon de smoking noir et les mocassins noirs sont les éléments les plus emblématiques de l'image de la marque. Et lorsque l'album a été réduit au format CD, c'était l'élément visuel le plus indélébile, en particulier dans ce format réduit. L'impression de la couverture originale était mauvaise. L'éclat des chaussettes blanches n'a pas été traité de manière à être aussi doux et nuageux que je le souhaitais. L'image de Michael en a souffert. Pire encore, on n'a jamais demandé de corriger l'impression. C'est pour ça que 2 ans après la sortie d'Off the Wall en 1981, Michael et Salisbury réorganiseront un shooting et proposeront de nouveaux visuels qui seront d'ailleurs disponibles dans le Special Edition de 2001, où vous constaterez que aucun cliché de 1979 n'avait été repris, Michael n'aimant pas du tout les visuels d'Off the Wall de 1979. I think I'm gonna make it this time. Que les States remettra d'ailleurs en avant pour les 35 ans. C'est un visionnaire, ce mec. Salisbury déclarera d'ailleurs sur l'édition spéciale de 2001 « Je n'ai jamais compris exactement ce que je n'aimais pas dans le lettrage du titre ». En regardant le dos de la pochette du CD, il y avait une autre photo, plus récente, de Michael toujours en smoking mais devant un faux mur de briques. Il tient un porte-craie de type préscolaire avec un gros morceau de craie à l'intérieur, tout en prenant une pose Michael Jackson visiblement maladroite. Un lettrage à la craie de maternelle sur ma pochette originale d'Off the Wall, c'est ce qui m'a dérangé. La craie des colliers était infantile et erronée, mais qu'est-ce qui pouvait bien marcher? Des graffitis? Mauvais message à l'époque. Michael a accepté mon idée avec enthousiasme, mais il a voulu y apporter une modification. « Je veux porter des chaussettes blanches », a murmuré Michael. « Alors il faut que ce soit des chaussettes glamour », ai-je dit. Elles ont été fabriquées sur mesure pour Michael par le célèbre costumier hollywoodien Bob Mackie. Ma femme de l'époque a trouvé à Beverly Hills un smoking Yves Saint Laurent qui allait à Michael. Et lorsque nous avons fait la couverture, je lui ai dit « Mets tes mains dans tes poches et remonte ton pantalon comme Gene Kelly pour montrer les chaussettes. » J'avais l'image de Gene Kelly dans Un Américain à Paris. Il faut bien comprendre que à ce moment-là, Mike Salisbury est en train de construire une vraie image autour de Michael Jackson. Une image qui aura d'ailleurs un impact jusqu'à la fin de sa carrière. Et principalement autour de la suggestion de ne porter qu'un seul gant. Alors même si nous ne sommes pas dans la période of the Wall, pour vous la faire courte, Michael voulait initialement porter 2 gants. Mais c'est Salisbury qui lui dira qu'avec le smoking, ça ressemblait un petit peu trop à Mickey Mouse. Et c'est de là que naîtra l'idée de ne porter qu'un seul gant. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a le visuel de l'album, on peut enfin passer à son contenu. Et je vous propose d'aller faire un tour parmi les compositions que composera le grand Rod Temperton, qui sera invité à la dernière minute pour participer à l'album par Quincy Jones. Temperton proposera le titre qui viendra clôturer l'album, le morceau Burn This Disco Out. Ce morceau permet à l'album de se terminer sur un son extrêmement bien rythmé.
finalisant l'expérience de l'album avec une énergie incroyable. Et si vous vous demandez pourquoi j'en parle en premier, c'est tout simplement parce que ce titre a eu très peu de visibilité, malgré sa puissance musicale. Michael le décrivait comme un son qui sonnait presque comme la fin d'une soirée mémorable qu'on a pu passer tous ensemble. Un choix qui sera assez astucieux de le mettre à cette position. Il signera également ma chanson préférée de l'album, le morceau éponyme Off the Wall. Et là, j'ai envie de paraphraser Richard Lecoq parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il disait dans son livre, que ce morceau portait la responsabilité du titre et de l'image de l'album entier. Un pari qui sera d'ailleurs totalement réussi. Et il est d'ailleurs très surprenant de constater que le titre Off the Wall, malgré son succès et sa puissance, ne proposera pas de clip vidéo. Car oui, en 1979, nous commençons à être dans l'ère du clip vidéo. Une décision qui sera en réalité freinée par la maison de disques qui voyait en ce format juste un outil promotionnel et n'avait pas encore capté le potentiel cinématographique que pouvait avoir un clip vidéo. Et d'ailleurs, on peut même considérer que Michael Jackson vivra ses rêves de cinéma à travers ses clips vidéo. Mais à la limite, si vous voulez plus de précisions sur les clips vidéo de la période Off the Wall, son HDC est disponible juste ici. Cependant, la troisième grande composition de Rod Temperton aura par contre droit à son clip vidéo et il s'agit de une des chansons les plus populaires du chanteur avec ses paroles sensuelles jusqu'à sa proposition visuelle qui marque par la tenue tout en paillettes sur fond de laser vert où Michael s'autorise une certaine sensualité qui accentue toujours plus son passage à l'âge adulte. Michael parlait de Rock With You comme une chanson qui obligeait les gens à rester en soirée lorsqu'ils voulaient partir. Que c'était une sorte d'ode évoquant le plaisir charnel tout en protégeant et certainement pas en forçant. Et d'ailleurs, son clip vidéo sera filmé au même moment que celui du titre She's Out of My Life. Cette ballade sera proposée par Tom Baller qui l'écrira après une rupture amoureuse difficile. La chanson sera d'abord présentée à Bruce Whedon et sa femme, envisageant d'offrir la chanson à Frank Sinatra. C'est Quincy Jones qui assistera pour que Baller l'offre à Michael, mais celui-ci ne le jugeait pas suffisamment mûr pour y offrir la sincérité dont le morceau avait besoin. C'est un visionnaire ce mec. Oui, je sais, ça paraît fou quand on pense à la proposition qu'a fait Michael de cette chanson. Quincy insistera et Michael enregistrera la chanson. Michael pensait d'ailleurs en avoir trop fait au moment de l'enregistrement, se mettant à sangloter à la fin de la prise, sanglot qui sera d'ailleurs retenu pour la version éditée sur l'album. Je vous propose d'ailleurs de rester dans la thématique amoureuse et parlons du titre qui aurait dû initialement être le titre de l'album, Girlfriend. Girlfriend, I'm gonna tell your boyfriend. Yeah. Girlfriend est la première collaboration entre Michael Jackson et Paul McCartney et aurait pu ne jamais voir le jour car c'est une suite de coïncidences qui permettra l'élaboration du morceau. Help you with that, my friend? L'ex-Beatles écrira ce titre en 1974, pensant d'ailleurs à l'offrir aux Jackson 5. La chanson ne sera jamais enregistrée et le hasard voudra que Quincy Jones la propose à Michael Jackson sans savoir que celle-ci avait été faite pour lui à la base. Et la notion amoureuse sera remise en avant avec le titre Falling in Love, une chanson composée par Carol Bayer Sager, qu'il chantera en duo avec une des protégées de Quincy Jones, Patti Austin. Et le mentor de Michael Jackson, Stevie Wonder, lui offrira également la jolie ballade I Can't Help It. Mais bon, nous sommes quand même dans le premier album solo de Michael Jackson. On ne pouvait pas passer à côté de compositions personnelles directement sorties de l'imagination du chanteur. Et Michael proposera donc 3 titres. Le morceau Rocking Day and Night. Michael travaillera la démo de Rocking Day and Night dans la maison familiale à Encino avec Janet et Randy et utilisera bon nombre d'instruments assez originaux tels que des bouteilles de verre, de la vaisselle et autres éléments pour construire le morceau.
Il présentera la démo à Quincy Jones et réitérera le procédé avec un autre morceau dont on va parler dans quelques instants. La chanson propose une thématique semblable au titre Sick I Do For You des Jackson sorti sur Destiny, et Michael considérait le titre comme le morceau de bravoure de Paulino, qui a dû retravailler sur les percussions, un travail incroyable avec des jouets et des instruments faits main. Michael proposera également sa composition Get on the Floor, une chanson qu'il travaillera avec Louis Johnson et qui est sûrement un des meilleurs morceaux de l'album avec tous ses adlibs absolument gigantesques. Car en réalité, Get on the Floor est une ébauche de Louis Johnson, que Michael retravaillera après avoir entendu la ligne de basse dans la voiture de Louis. Il retravaillera la mélodie et écrira les paroles de la chanson. Et ce sera la première fois que Michael Jackson travaille en binôme sur une chanson avec une personne qui soit hors du clan Jackson. Et ce qui est vraiment plaisant dans ce morceau, c'est qu'on sent que Michael prend un kiff monumental à la proposer. Elle aurait tellement mérité une place sur scène. Mais il faut dire que la réelle fierté de Michael sur cet album est le titre qui consolide sa totale autonomie, ayant quasiment travaillé seul la composition et l'écriture du morceau. Je parle évidemment du tube interplanétaire Don't Stop Till You Get Enough. Et quand je dis composition entièrement seule, il faut évidemment nuancer. Car Greg Phillingain, même s'il n'est pas forcément crédité, apportera quelque chose de nouveau sur le côté synthétique et sur le clavier du pont de la chanson. Et de la même manière que Working Day and Night, Michael présentera une démo à Quincy Jones fait maison qui sera retravaillée par les équipes et musiciens de Quincy pour offrir au titre la ténacité qui a continué à perdurer à travers le temps, illustrant une vraie sensation de liberté, de joie et d'indépendance lorsqu'on voit Michael s'éclater dans le clip vidéo, affublé de son smoking emblématique de la pochette of the Wall. Les paroles évocatrices ébranleront tout de même la pudeur religieuse de Catherine Jackson, la mère de Michael, qui la rassurera tout de même sur la véracité des propos, lui assurant qu'il ne s'agissait simplement de parler du rythme et de l'envie de danser. Don't Stop Till You Get Enough marquera également Michael, car ce sera le premier morceau où il obtiendra une récompense officielle. Mais ça, je vous l'évoque un peu après. Thank you very much. La réalisation d'Off the Wall sera une période extrêmement éprouvante pour Michael. Il se sentait très isolé et n'avait pas forcément beaucoup d'amis à l'époque. Il voulait pouvoir sympathiser avec des gens qui ne savaient pas forcément qui il était. Et il aspirait surtout à avoir une jeunesse un peu plus normale. Il commencera d'ailleurs à mettre en avant la ligne éditoriale qu'il avait décidée en arrêtant le Jackson TV Show, c'est-à-dire faire de ces événements TV quelque chose de très occasionnel, pour marquer l'événement. C'est pourquoi lors de la promotion de l'album Of the Wall, Michael Jackson fera très peu d'apparitions. De plus, certaines apparitions qu'il a faites seront pour le moins assez décevantes pour lui. Je pense notamment à son apparition pour les 25 ans du parc Disneyland, où Michael constatera que le montage final sur sa reprise de Once Upon a Time avait gommé les gros plans qui mettaient en avant ses expressions faciales et l'émotion de la prestation. Il fera également une autre apparition pour faire plaisir à la femme de sa vie Diana Ross sur son émission de TV proposée par CBS où il interprétera son titre Rock With You. L'album sera un franc succès aux yeux du public et marquera un vrai tournant dans l'industrie musicale, surtout pour la communauté afro-américaine, car Michael commencera à battre ses premiers records. Michael Jackson! L'album s'écoulera à 10 millions d'exemplaires et générera 4 titres au top 10 américain. Mais l'industrie du disque a encore du mal à reconnaître le talent de ce jeune noir qui bouleverse les codes, ne lui remettant que simplement le Grammy Award de la meilleure chanson soul-funk pour Don't Stop Till You Get Enough, qui lui sera remis pendant la publicité de la retransmission en direct. Un événement que Michael vivra littéralement comme un affront, ne sentant pas que la représentation du succès de son album était reconnue par ses pairs.
ce qui créera pour lui une sorte de polarité. D'un côté, il était extrêmement fier du travail qu'il avait produit et du succès que l'album avait, mais d'un autre côté, il ressentait une insatisfaction tellement puissante qu'il arrivera d'ailleurs à transformer en énergie pour construire son prochain album. Pour conclure, Off the Wall est l'alchimie parfaite d'une rencontre où chaque personne est à la bonne place. Que ce soit Quincy Jones en chef d'orchestre, que ce soit Mike Salisbury au niveau du marketing, et que ce soit surtout Michael Jackson qui s'impose en tant qu'artiste afro-américain à part entière. Arrivant totalement à se détacher de son clan initial, faisant oublier qu'il est déjà le membre d'un groupe de musique connu. Une œuvre devenue intemporelle qui a littéralement trouvé son public, mais qui sera malheureusement boudée par ses pairs, et j'ai envie de vous dire tant mieux parce que c'est grâce à cela que Michael Jackson arrivera à trouver la force et l'exigence de proposer plus tard son album Thriller. Mais ça évidemment, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. 3 really makes me happy. Voilà, maintenant l'album Off the Wall n'aura plus de secret pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez d'ailleurs de l'album. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker et partager la vidéo, c'est ce qui aidera le plus la chaîne à diffuser son contenu. Je tiens à remercier particulièrement Richard Lecoq qui m'a aidé dans l'écriture de cette vidéo en me fournissant les extraits de son interview avec Mike Salisbury qui est disponible dans son livre King. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description, mais vous pouvez devenir également membre et avoir accès à du contenu en avant-première. Et sur ces bonnes paroles, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, ciao les amis.